Bonjour Elsa Piskine. Alors, Bonjour. tu as soutenu ta thèse en 2004 sur les réseaux d'entreprises et les droits du travail sous la direction d'Antoine Lyon-Caen. Alors, quel directeur de thèse est Antoine Lyon-Caen? La direction de thèse était d'abord une direction menée dans un cadre collectif qu'il a contribué à développer. Et ce cadre collectif, c'était donc l'IRERP, notre laboratoire de droit social de l'Université Paris-Nanterre. Et dans ce laboratoire, il y avait donc une équipe. Et aux côtés d'Antoine Lyon-Caen, il y avait donc Georges Borenfreund, Marie-Armelle Souriac, Philippe Langlois, Isabelle Vaccari. Il y avait aussi Jean-Maurice Verdier qui, jusqu'à sa mort, a continué à venir dans nos locaux plusieurs fois par semaine. Donc il y avait cette figure tutélaire qui était importante aussi. Et tous ensemble, eh bien, ils ont créé un cadre extraordinaire qui nous a permis d'évoluer, qui nous a élevés, qui a créé une véritable émulation. Alors ça passait par d'abord des enseignements en master qui étaient des enseignements extrêmement percutants, théoriques, puissants. Et puis ça continuait ensuite au moment de la direction de thèse, d'abord par des échanges, des co-directions. Moi, j'ai été co-dirigée donc par Antoine Lyon-Caen et Georges Borenfreund. Il y avait bien sûr des dissensions, des dissonances entre eux, mais ils œuvraient dans le même sens. En quelque sorte, ils ramaient dans le même sens pour nous élever. Ils avaient une sensibilité commune, une manière commune de voir le droit du travail, l'enseignement, le service public de l'enseignement. Et donc, ce cadre collectif a créé une émulation extraordinaire qui nous a permis d'évoluer. La deuxième chose que je pourrais dire pour évoquer la direction d'Antoine Lyon-Caen, c'est que je pense qu'il a créé les conditions d'une sorte de cheminement collectif de la pensée. Et ça s'est traduit notamment dans la manière de distribuer les sujets de thèse. Donc il avait des marottes, des sujets qui l'intéressaient, qui l'obsédaient même, et qui variaient évidemment selon les périodes. Donc il y a eu des moments où on a eu des thèses sur le pouvoir, les justifications, contrat et pouvoir, les raisons d'agir, pour un certain nombre d'elles, d'autres thèses sur les formes d'organisation. Dès 86, il a distribué des sujets sur les formes d'organisation et sur les formes de mise au travail. Il y a eu des thèses beaucoup plus tardivement sur les restructurations. Bien avant tout cela, il y a eu des thèses sur la profession. Et donc, finalement, évidemment, chacun avait son sujet, mais tout cela infusait également de sorte que les thèses se nourrissaient des travaux antérieurs et on a le sentiment quand même qu'il y a une sorte de construction collective si on prend l'ensemble de ces travaux. Et la troisième chose que je pourrais dire sur sa direction de thèse, c'est qu'en fait l'entrée dans cette thèse nous faisait entrer dans des mondes pluriels, voilà. Pluriel et un peu étranger. Donc il y avait d'abord le monde des droits étrangers auxquels il nous permettait d'accéder grâce à des séminaires avec tous ces professeurs, collègues et amis étrangers qui étaient professeur Valdès, Shendon Leader, Adalberto Perulli, Simiti. Je ne les cite pas pour les citer, mais parce que vraiment, c'était des gens qui ont été importants à certains moments de notre travail de recherche. Il y avait aussi évidemment les séminaires à Pontignano, à Venise, qui étaient très importants. Il y avait le monde des savoirs extérieurs, auxquels nous accédions par des séminaires qu'il co-animait avec des économistes, des sociologues. Je pense à Olivier Favreau, je pense à Laurent Thévenot, par exemple. Et puis, il y avait le monde des avocats militants également, qui était très important, de par ses liens affectifs avec Thiénot Grimbach, mais de par ses liens
plus largement avec d'autres avocats, notamment du SAF. Et donc, tout cela nous faisait évoluer dans des mondes incroyables et il nous a appris à aller chercher ailleurs des outils qui nous permettaient de rendre intelligible notre objet à nous, juristes. Voilà. Avec la force que ça apporte, bien sûr, mais aussi l'inconfort que ça peut susciter. C'est-à-dire que c'était aussi difficile parfois quand on ne partageait pas l'ensemble des présupposés, parfois soit politiques, soit philosophiques, je pense notamment à la procéduralisation. Et donc c'était parfois difficile en fait de résister, il fallait être assez armé psychologiquement et aussi théoriquement pour faire différemment, même si on avait une grande liberté de cheminement, ça c'était aussi un point tout à fait notable et remarquable quand on était suivi par Antoine Lyon-Caen, mais malgré tout, je pense que chez certains d'entre nous, pour certains d'entre nous, ça a pu parfois être difficile. Le quatrième point que je voudrais évoquer, c'est que quand j'ai évidemment posé des questions à différentes personnes, tout le monde, les gens se souviennent des discussions de fond que nous avions avec lui, des discussions sur le fond de la thèse, mais bien sûr un peu au-delà. C'est aussi quelqu'un qui est un amoureux de la littérature, donc on se souvient de la richesse de nos discussions. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui avait le plaisir de la direction de thèse. C'est quelqu'un qui aime éveiller les consciences des jeunes. Voilà, ça commence au moment du DEA ou du master. Je me souviens quand il repérait un jeune étudiant dont il pressentait qu'il aurait le goût de la recherche. Je me souviens qu'il y avait ce plaisir-là, et puis ça continue pendant la thèse, et bien sûr ça continue. En fait, au-delà de la thèse, par exemple, le comité éditorial de la Revue de droit du travail, c'est un comité dans lequel il a mis le pied à l'étrier de très jeunes enseignants-chercheurs assez vite. Donc il avait ce goût de la discussion et ce goût des relations et de l'éveil des consciences des jeunes. Pour résumer à grands traits l'œuvre d'Antoine Lyon-Caen, qu'est-ce que tu en as retenu, si c'est possible, en quelques minutes ? Alors, je dirais que Antoine Lyon-Caen, c'est sans doute pas quelqu'un qui a voulu ou cru à la possibilité de se survivre par un texte de synthèse de son œuvre, un texte qui reprendrait l'ensemble de ce qu'il a écrit. Je pense que, en fait, il a plutôt son œuvre, elle procède d'une multitude de petites touches qu'il a déposées dans des supports très variés et à des moments très différents. Donc, il a d'abord, c'est quelqu'un qui ne s'est pas spécialisé dans un pan du droit du travail, qui a donc pas élaborer une pensée complète, sophistiquée dans un pan du droit du travail. C'est quelqu'un qui a été plutôt généraliste, qui avait le goût de la généralité et l'envie de couvrir plusieurs choses. Et puis, ces articles, donc, sont en fait soit des articles, soit des commentaires qu'il a écrits dans des revues très variées, certaines institutionnelles, certaines beaucoup plus improbables. Alors, il y a des articles qui sont des bijoux, qui sont encore des références aujourd'hui, qui sont, par exemple, le droit et la gestion des compétences, un article sur la qualification, un article qu'il a écrit à Droit ouvrier sur le comité d'entreprise et la représentation de l'intérêt collectif, un article extraordinaire sur la subordination et le risque qu'il a écrit dans la revue juridique du barreau d'Île-de-France. Voilà. Il y a des articles aussi qu'il a, donc il y a une espèce de jeu de piste à faire pour un article aussi sur la procédure au cœur du droit du licenciement pour motif économique qu'il a écrit à Droit ouvrier, qui est encore aujourd'hui une référence. Donc il y a une multitude de petites de notes ou d'articles, et puis il y a aussi évidemment des articles très importants qu'il a coécrits. Ça, c'était assez conforme à sa manière de tisser des liens et de construire une pensée collective. Donc il a écrit avec Antoine Jameau, évidemment, qui était un de ses grands compagnons de route. Il a écrit cet article important avec Antoine Jameau et Martine Lefriand sur l'ordonnancement des relations de travail. Il a écrit beaucoup avec Adalberto Pirulli. Il a écrit un article extraordinaire avec Simitis, qui était donc un professeur allemand sur l'Europe à la recherche de ses
l'Europe sociale, je crois, à la recherche de ses références, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il a déposé sa pensée dans des supports très variés. Et puis son œuvre, elle est déposée dans ses séminaires, dans l'impulsion qu'il a donnée à des thèmes qu'il a impulsés, qu'il a repris. Alors parfois il y a des conclusions dans des colloques du SAF qui sont d'ailleurs publiés aussi, qui restent. Je crois qu'il y a un article sur l'entreprise incroyable qu'il a d'abord dit à un colloque du SAF. Et donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'il a déposées à des endroits divers et qu'il a impulsées au cours de séminaires avec ses différents compagnons de route. Voilà. Et donc on pourrait presque filer une métaphore un peu, peut-être qui le fera sursauter, parce que je crois qu'il aime le rugby, mais c'est plutôt c'est un ouvreur au-dessus de la mêlée, mais un ouvreur qui a créé des pistes et qui les a alimentées progressivement.